On va accueillir Dominique Fletcher qui va nous parler du tramadol, de la place du tramadol et de l'utilisation des anti-inflammatoires. Merci Dominique. Bonjour à tous. Donc c'est le topo multimodal. Je vous fais les deux produits en un. Donc je vais vous parler d'abord du tramadol. Et ma question qui était posée, c'était encore une place. C'est est-ce que je peux faire des anti-inflammatoires? La place du tramadol, oui, il y en a. Et les anti-inflammatoires, on va voir qu'on peut en faire plus souvent qu'on ne le fait actuellement. Pas de conflit d'intérêt directement avec ces produits. Si on fait de la description de pratique en fait, de l'utilisation des différents opioïdes, ça c'est des travaux qui sont faits d'une part en France et d'autre part en Europe, avec le groupe Painart. Et vous avez donc les opioïdes listés par fréquence d'utilisation. Vous voyez que la morphine est largement utilisée en France, elle est un peu moins utilisée en Europe, sur des données larges de différents pays européens. Et le tramadol est lui plutôt en tête. Et dans les conditions de prescription, on retrouve effectivement des différences notables, un peu plus d'oral au niveau européen qu'au niveau français à l'époque. Et puis cette priorisation donc, de la morphine en France, alors même que le tramadol est largement utilisé en Europe. Quand on regarde l'évolution sur des données françaises de l'utilisation du tramadol en ville, il s'agit de l'utilisation de l'antalgique en termes de prescription antalgique en ville, eh bien, il est largement augmenté sur les 10 dernières années, avec une augmentation de 68%. Donc un pourcentage qui traduit effectivement une amplification de sa prescription, son périmètre d'utilisation chez des patients qui sont douloureux, soit en médecine, soit en chirurgie. Alors, le succès de son utilisation, il vient essentiellement de la possibilité de l'utiliser sur des gammes assez variées, puisque c'est un produit qui est utilisable en forme orale, en forme injectable, en libération prolongée, en combinaison avec d'autres antalgiques non morphiniques, utilisable également à des doses faibles chez l'enfant. Donc tout ça donne un registre potentiel de prescription important. Alors si on revient sur les mécanismes, la pharmaco, c'est un produit qui est 2 en 1 déjà, c'est déjà une association à lui seul, puisqu'il a une action opioïde sur le récepteur mu, et puis il a une action plus de modulation des monoamines, avec une inhibition de la recapture des monoamines. C'est un produit qui est intéressant au sens où il a une biodisponibilité qui est élevée, c'est-à-dire qu'en forme orale, il est absorbé assez franchement. Et il a une caractéristique qui est plutôt un handicap, qui est la métabolisation, puisqu'en fait, ce produit est métabolisé pour produire des métabolites qui vont avoir cette action opioïde. Et ce métabolisme va passer par des enzymes, par des cytochromes, qui vont varier d'un patient à l'autre, on reviendra dessus, et ça donne un des éléments de variation d'effet, à la fois à l'efficacité et aux effets secondaires sur les patients qui vont utiliser du tramadol. La dose maximale recommandée est de 400 mg jour, et c'est un produit dont on peut antagoniser les effets à la fois sur le versant opioïde et non opioïde. Alors voilà une plaque sur cette variabilité génétique qui peut expliquer en fait les difficultés d'utilisation au quotidien. Donc ça c'est un travail d'Ulrike Stammer qui avait analysé l'évolution des concentrations du métabolite, donc le métabolite M1, en fonction de la variabilité génétique de 2 éléments, qui étaient le cytochrome P2D6 et un transporteur qui est le OCT1. Eh bien, les patients, effectivement, avaient des concentrations, vous voyez là en ordonnée, qui variaient en fonction de leurs caractéristiques, leur profil phénotypique. Pour avoir les 2 extrêmes du spectre, vous pouvez avoir des patients considérés comme métaboliseurs ultra rapides, c'est ceux qui ont une activité métabolique importante, on les trouve dans certaines régions du monde, et les caractéristiques cliniques qu'ils vont avoir, c'est que quand ils prennent du tramadol, ils vont avoir des effets puissants, essentiellement sous la forme d'effets secondaires, avec des nausées, de la dépression respiratoire, des effets secondaires, et ils sont plus exposés que les autres également aux problèmes d'addiction. À l'autre extrême du spectre, on se retrouve avec les métaboliseurs lents, qui vont peu produire ce métabolite M1, et qui, eux, vont se retrouver avec peu d'efficacité clinique, et voire une inefficacité. On n'a pas la possibilité actuellement d'avoir des diagnostics phénotypiques précis chez ces patients en consultation pré-anesthésique. Donc la recommandation que je vous ferai, c'est simplement de questionner les patients
avant l'utilisation des produits, c'est vrai d'ailleurs pour d'autres produits qui sont des prodrogues comme la codéine, c'est de les questionner sur leur utilisation antérieure du tramadol et savoir s'ils ont décrit soit des effets secondaires importants sous forme de nausées, vomissements, de sédation, soit à l'inverse, une inefficacité qui traduirait qu'ils étaient plutôt dans le registre des métaboliseurs lents. Quand on classe ce produit en termes d'efficacité en douleur aiguë, puisque c'est notre registre aujourd'hui, la douleur aiguë post-opératoire, et qu'on compare l'efficacité des différents produits utilisés sous la forme du NNT, donc c'est le nombre de patients à qui il faut donner un médicament pour obtenir l'efficacité qui servait de référence, en l'occurrence c'est 50% de soulagement de la douleur aiguë, tout ça comparé à un placebo, plus le chiffre est petit, plus on a une efficacité franche du traitement, et plus le chiffre est élevé, moins on a d'efficacité. Vous voyez que le tramadol n'est pas dans le peloton de tête, loin de là, il est plutôt sur des NNT de l'ordre de 5, alors même que ceux qui remportent le podium sont plutôt des anti-inflammatoires. Bon, ça, on verra ça sur la suite de mon topo. Donc on a une efficacité de deuxième niveau, on va dire, par rapport à des produits antalgiques comparés largement sur des bases de traitement de la douleur aiguë. Alors, quelle est la façon de l'utiliser optimale? C'est avant tout de l'associer. C'est vrai, c'est un registre en fait très général des opioïdes, puisque si on le considère comme un opioïde, même s'il a cette double fonctionnalité, ces produits sont plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés en association. Ça, c'est un travail qui avait été fait, je crois, en chirurgie ambulatoire, où les patients recevaient soit du tramadol seul, soit du tramadol associé à du paracétamol. Et dans le registre de l'association, eh bien, on avait, grâce à l'association, moins d'effets secondaires en général, vous voyez, 40% versus 57%. Et puis, dans les effets secondaires qui sont essentiellement dépendants de la consommation des opioïdes, moins de nausées, vomissements, moins de malaise, moins de somnolence. Donc, la combinaison analgésique est une bonne pratique pour l'utilisation du tramadol. De la même façon, l'association avec les molécules anti-inflammatoires non stéroïdiennes sont une façon optimale d'utiliser ces produits. Là, vous avez une étude réalisée en chirurgie d'hystérectomie avec les histogrammes qui représentent en fait la surface cumulée d'effets analgésiques des patients pendant 48 heures après l'intervention. Et vous voyez les surfaces qui sont maximalisées avec l'utilisation combinée du tramadol et des anti-inflammatoires versus anti-inflammatoires seul, tramadol seul ou a fortiori le placebo. Donc combinaison, bonne idée, tramadol anti-inflammatoire. Même chose dans un autre modèle chirurgical de douleur sévère après arthroplastie de hanche. Et vous avez comparaison tramadol kétoprophène ou tramadol seul. Vous avez ici cette fois-ci non pas l'analgésie en termes de soulagement, mais les niveaux de douleur pendant 48 heures post-op. Et vous avez en bleu en bas les niveaux de douleur des patients recevant l'association tramadol-kétoprophène qui sont inférieurs à ceux qu'on observe avec les monothérapies. Alors un petit registre qui n'est pas mon domaine d'expertise, mais je me suis rencardé auprès de mes collègues pédiatres avant, pour ne pas dire de bêtises. Le tramadol a une place dans la prescription chez l'enfant, parce que si j'ai bien compris, les enfants jeunes manquent un petit peu d'accès aux opioïdes, et en particulier la codéine a été retirée des enfants les plus jeunes. Eh bien, le tramadol peut être utilisé, même si là aussi il peut poser des problèmes en termes de variabilité d'effet et de potentiel surdosage chez les métaboliseurs rapides. Alors on pose toujours la question des effets secondaires du tramadol. Est-ce qu'il est moins bien toléré que les autres opioïdes? Donc, il y a un travail relativement récent qui était intéressant, qui associait en fait une comparaison très large des opioïdes prescrits en périopératoire sous forme de PCA et qui recevaient donc soit des opioïdes de référence type morphine comme contrôle, soit toute une liste d'opioïdes, puisque c'était des travaux anglo-saxons et donc il y avait une gamme d'opioïdes beaucoup plus large que celle qui nous est offerte en France. Néanmoins, le tramadol faisait partie de la comparaison. Et vous avez donc dans cette méta-analyse en réseau sur 63 études randomisées contrôlées. J'ai tiré quelques plaques sur les effets secondaires les plus significatifs, c'est-à-dire ici les nausées, vomissements, ici la sédation, et là plus généralement le niveau de satisfaction des patients.
Vous avez le tramadol qui se balade ici, ici et ici. Vous voyez que le tramadol, aussi bien sur les nausées et vomissements, la sédation, fait relativement match nul avec la morphine, avec un petit effet d'exposition supplémentaire qui n'est pas significatif puisqu'il croise la ligne d'égalité. La seule différence défavorable à l'égard du tramadol était un moindre niveau de satisfaction sans que l'explication du type de satisfaction et des phénomènes impliqués dans la satisfaction soit très claire. Donc, contrairement à quelquefois l'idée reçue qu'on peut avoir, quand on compare dans des données relativement robustes le tramadol aux autres opioïdes, on n'a pas une explosion de différence d'effets secondaires. Il y a un élément à qui je voulais tordre le cou en association avec Valérien, c'était la combinaison tramadol-morphine. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un produit 2 en 1, donc il y a une action opioïde, certes, mais qui est une action également non opioïde. Donc il y avait une question légitime qui était pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas du tramadol avec de la morphine comme co-analgésique, comme on le fait avec des autres antalgiques non morphiniques? La réponse est plutôt non. Ça, c'est un travail qu'on avait fait il y a quelques années avec Valérien. Il s'était intéressé à donc, la revue systématique de l'utilisation du tramadol versus placebo à des patients recevant de la morphine par PCA, et donc 12 essais randomisés contrôlés, 650 patients. Et les critères qu'on avait utilisés, c'était l'épargne morphinique d'une part, le niveau de douleur et les effets secondaires le plus fréquent étant les nausées et vomissements. Alors l'épargne morphinique, vous voyez que c'est assez limité, hein. On est largement en dessous d'une borne de 10 mg 24 heures qui représente un petit peu ce qu'on cherche quand on veut faire une épargne morphinique significative. Il n'y a pas de différence sur la douleur. Et il n'y a pas de différence non plus sur les nausées et vomissements, voire même une petite tendance à plus de nausées et vomissements lorsqu'on combine le tramadol. Donc ce n'est pas une bonne idée d'utiliser le tramadol comme co-analgésique quand on traite un patient avec de la morphine. Alors ce produit, au-delà de ses variabilités génétiques, métaboliques, a aussi des interactions. Donc, il peut avoir des interactions avec tout ce qui touche aux inhibiteurs du cytochrome P2D6. Donc la liste des médicaments est listée ici. Vous avez les antidépresseurs, certains antiarythmiques, l'ondansetron qu'on utilise quotidiennement comme antiémétique. Et pour résumer le propos, ça va rendre le tramadol inefficace dans son analgésie lorsqu'on l'associe par exemple avec de l'ondansetron. Pour les produits augmentant le taux de sérotonine, donc c'est l'autre versant d'action du tramadol, bien là on est dans des produits plutôt de type neurologique, c'est-à-dire des antidépresseurs, des antimigraineux, des antipsychotiques. Et on est dans une situation où on peut s'exposer au syndrome sérotoninergique. Alors le syndrome sérotoninergique, il y a des case reports qui sont faits sur cette problématique et qui suggèrent qu'il faut se méfier des tramadol associés aux antidépresseurs. Moi, j'en ai jamais croisé, je ne sais pas si vous en avez croisé, donc il y a plutôt des cas cliniques qui décrivent ces cas-là, avec des phénomènes d'hyperréflexivité musculaire, des myoclonies, des manifestations de type tachycardie, hypertension, diarrhée et des troubles de conscience. Les facteurs de risque, c'est des métaboliseurs lents, les posologies élevées et l'association avec des inhibiteurs du cytochrome. Alors il y a un sujet qui est très populaire et très problématique en Amérique du Nord, qui est le mésusage des opioïdes. Donc bien évidemment, parmi les milliers de publications faites sur ce sujet, on en trouve sur le tramadol. Et donc c'est celle que je partage avec vous là, qui est assez récente, qui s'est intéressée en fait à l'utilisation des opioïdes chez des patients naïfs aux opioïdes et les problématiques de mésusage. Donc c'est une base administrative de l'Oregon, avec une prescription sur à peu près 4 ans, des patients naïfs aux opioïdes qui reçoivent une première prescription d'opioïdes. Et le critère de sortie de cette étude, c'était surdosage mortel ou pas. Donc on peut dire que c'est un critère solide. Eh bien, les effets d'exposition à ce risque étaient plus importants pour le tramadol que pour les comparatifs qu'étaient la morphine et la codéine. Donc c'est une alerte, au moins en Amérique du Nord, sur ce sujet. Quand on fait le pendant en France, avec le Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et l'addictovigilance, vous avez là un descriptif quantitatif de la fréquence des décès liés à l'utilisation des opioïdes sur une période d'à peu près 5 à 6 ans. Vous voyez que le tramadol est responsable de 46% des phénomènes de surdosage fatal aux opioïdes. Il faut relativiser cette donnée par
l'absence en fait de pondération par la fréquence de prescription. Donc en volume, effectivement, c'est important, mais il y a un volume de prescription de tramadol qui est nettement plus important que ses petits camarades en ville. Autre donnée sur le tramadol, c'est un produit, comme on l'a déjà évoqué dans le topo de Philippe, qui participe également à l'hyperalgésie. C'est des travaux qu'on a fait également avec Nabilina et Valéria il y a quelques années. Au quotidien, patient qui vient avec une analgésique préopératoire, les paliers 2, dont le tramadol fait partie, eh bien, il peut être déjà en hyperalgésie. C'est des travaux qu'on a fait en orthopédie. Donc on avait des patients qui avaient des paliers 2, pas des niveaux 3 d'opioïdes. Et on était capable de mesurer une hyperalgésie chez ces patients avant l'intervention. Et on avait certes une douleur similaire en post-op, mais on avait, vous voyez, des consommations de morphine chez les patients qui prenaient des opioïdes de type tramadol en pré-op plus importantes sur les 3 jours post-op après la chirurgie orthopédique. Donc c'est une vulnérabilité, ça ne veut pas dire qu'il faut les arrêter, bien évidemment, mais c'est une vulnérabilité dont il faut avoir conscience quand on s'occupe de patients traités par ce type de médicaments en préopératoire. Donc j'ai fini ma première phase de l'exposé. Donc le tramadol, est-ce qu'il est utile? En tout cas, il n'est pas utile en association avec la morphine. Ça, il faut sortir de la salle avec cette idée-là bien claire en tête. C'est utile potentiellement en ambulatoire à la sortie de l'hôpital avec d'autres solutions opioïdes potentielles, à traiter comme traitement de secours et traitement bref, en remplacement de la codéine chez l'enfant, favoriser les formes à libération immédiate et en association avec le paracétamol et les anti-inflammatoires. Les limites, c'est les variabilités génétiques qui exposent des patients à des effets secondaires importants, nausées, vomissements, sédation, et puis les problèmes de mésusage, en tout cas pour l'instant plutôt en Amérique du Nord. Deuxième volet, les anti-inflammatoires. Je vais faire un peu plus concis et plus direct en m'appuyant essentiellement sur les recommandations SFAR de 2016 qu'avait rédigé tout le groupe d'experts, mais en l'occurrence Hélène Belleuil. Donc je la remercie de m'avoir filé un certain nombre de ces diapositives. Donc je vais commencer en insistant que la recommandation de 2016 sur l'utilisation des anti-inflammatoires est forte. C'est-à-dire il est recommandé d'associer un anti-inflammatoire non sélectif ou un coxib à la morphine en l'absence de contre-indication. Et on s'appuie sur du lourd. C'est-à-dire qu'on a 38 études, dont 26 randomisées, 10 méta-analyses pour les anti-inflammatoires. Je ne parlerai pas des coxibes aujourd'hui. Donc on est vraiment dans des incitations fortes à l'utilisation. Effectivement, la pratique a notablement changé. Là, ce sont des données d'Amérique du Nord, où on voit au fil des 10 dernières années, ou sur 10 ans, l'évolution des pratiques. Vous voyez que l'utilisation d'une monothérapie opioïde s'effondre au fil du temps, et que l'association de 1, 2, voire plus de 2 antalgiques non morphiniques ne fait qu'exploser avec le temps, représentant à peu près 50% des patients au bout de leur série. Quand on regarde plus en détail leur travail, ce sont des gros collectifs, 500 000, 1 million de patients opérés, soit de PTH, soit de PTG. La multimodale, pour eux, c'est beaucoup de choses, la liste est là. Et le bénéfice est au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on a la réduction des problèmes respiratoires, digestifs, réduction de la durée de séjour, épargne morphinique. L'épargne morphinique n'est qu'un moyen, mais les résultats sont au rendez-vous. Et ce que notent ces auteurs, c'est que ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et leurs petits camarades les coxibes, mais qu'on utilise peu en France, qui sont les pourvoyeurs du principal bénéfice, au moins quand ils sont utilisés en monothérapie associée aux opioïdes. Autre donnée en faveur des anti-inflammatoires, le travail de Valéria, publié dans le BJA il y a quelques années, qui a été une méta-analyse en réseau et dont l'outcome était les consommations de morphine sur 24 heures comme critère d'efficacité d'une combinaison. Eh bien, vous retrouvez ici le nombre d'études comportées qui étaient intégrées dans l'étude, et puis ici l'épargne morphinique. Vous voyez que paracétamol, néfopam, tramadol associés aux opioïdes, eh ben, c'est pas grand-chose d'épargne morphinique. Quand on passe aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, aux coxibes, aux alpha-2, on monte au-dessus de la barre des 10 mg jour d'épargne morphinique, et quand on parle de multi-associations, y compris avec les anti-inflammatoires, là on a des effets d'épargne morphinique qui commence à être intéressant en termes cliniques pour épargner les nausées, vomissements et la sédation. Alors, quelles sont ces contre-indications ? Bien, le risque hémorragique, on va voir qu'il a notablement régressé dans les données de la littérature et qu'on a essentiellement les patients qui arrivent avec soit un trouble congénital de l'hémostase, soit qui sont traités par anticoagulants efficaces. Ceux-là, effectivement, ce n'est pas le moment de leur donner des anti-inflammatoires. L'insuffisance rénale, on a une notion de cut-off, c'est-à-dire qu'au-dessus de 50 ml/min, on peut donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens. La toxicité digestive est un problème pour la prescription chronique.
Le seul patient à qui on ne donnerait pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est un patient qui a une pathologie digestive active avec une gastrite ou un ulcère actif au moment où on veut lui prescrire. Il y a bien sûr les notions d'allergie avérée aux anti-inflammatoires, et puis les infections sévères ou non contrôlées à qui on ne donnera pas des anti-inflammatoires, et puis les problèmes d'insuffisance hépatique, essentiellement sur les problèmes d'hémostase. Donc ça se limite à cette liste. Les précautions d'emploi, eh bien, c'est quand on a une prescription péropératoire pour un risque hémorragique post-op qui n'est peut-être mal évalué, dans une situation où là, on a peut-être non pas l'abstention complète d'anti-inflammatoires, mais le décalage dans le temps de sa prescription. Le risque rénal qui se mesure également, non pas uniquement sur la clairance préopératoire, mais également sur les phénomènes intercurrents, l'hypovolémie périopératoire, les interactions médicamenteuses. La notion également d'altération de la fonction rénale qu'il faut mesurer chez le patient âgé, pas se contenter simplement de la créatinine. La durée de traitement et les doses, qui sont des éléments déterminants dans la toxicité, eh bien se limiter à 5 jours de traitement post-op. Et ça, c'est un point sur lequel je veux insister. Énormément de données sur la toxicité des anti-inflammatoires découlent de données obtenues en prescription chronique chez des patients traités en rhumatologie ou en médecine de ville. Et ces patients-là prennent des anti-inflammatoires pendant des mois ou des années. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait quand on donne des anti-inflammatoires pendant 5 jours. Risque cardiovasculaire et anastomose digestive, on va y revenir un petit peu. Donc le risque hémorragique, je reviens sur les recommandations d'Hélène Belleuil. Là encore, affirmation forte, les anti-inflammatoires utilisés en France, kétoprophène, ibuprofène, dans le périopératoire, n'augmentent pas le risque hémorragique post-opératoire, y compris après amygdalectomie. Pendant longtemps, le modèle d'amygdalectomie, c'était l'épouvantail des anti-inflammatoires en disant si vous donnez un anti-inflammatoire, ça va être l'enfer, ils vont signer, ils vont être réopérés. Eh bien, ce n'est pas le cas. Voilà les travaux par exemple, du groupe Prospect européen qui fait des recommandations modèle chirurgical par modèle chirurgical. Vous voyez que les anti-inflammatoires sont bien placés en grade A, recommandation forte, aussi bien pour le pérope que pour le post-op. Le risque cardiovasculaire, eh bien, la recommandation, là encore d'Hélène, sur les coxibes, je passe, mais sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils ne sont pas recommandés chez les patients ayant des antécédents athérothrombotiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire artériopathie des membres inférieurs, AVC, infarctus, mais au-delà de 7 jours de traitement. Or, je vous ai dit que les anti-inflammatoires post-opératoires, c'est max 5 jours. Donc on n'est pas touché par cette problématique. Le risque cardiovasculaire, c'est les coxibes avant tout. C'est les travaux d'il y a une vingtaine d'années qui ont montré qu'effectivement, les coxibes donnés en périopératoire de chirurgie non cardiaque pouvaient occasionner des surincidences d'infarctus. Quand on fait des grosses séries, 100 000 patients opérés d'arthroplastie, qu'on leur donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens, pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des coxibes pendant une période courte de quelques jours post-op, il n'y a aucune différence dans l'incidence des problématiques d'infarctus du myocarde. Alors, quid de quelques questions annexes? Les anti-inflammatoires et l'aspirine, beaucoup de patients traités par aspirine, on n'a pas de données cliniques. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, in vitro, il y a une inhibition de l'action de l'aspirine par l'ibuprofène. Mais pour les recommandations cliniques, il n'y a pas de recommandation très claire à ce niveau-là. La dexaméthasone, qu'on utilise l'argamanu comme antiémétique, comme antalgique et comme également produit sur la récupération améliorée, eh bien là, il y a des travaux, une fois de plus, sur le modèle épouvantail de l'amygdalectomie. Eh bien, dexaméthasone et anti-inflammatoire combinés ne modifient pas du tout le risque hémorragique. L'anastomose digestive, on pourrait en dire beaucoup. Là, c'est un travail relativement récent d'équipes chirurgicales qui ont montré, vous voyez, sur des collectifs importants, 10 000 patients, que quand on donne des anti-inflammatoires en chirurgie programmée colorectale, eh bien, il n'y a aucun effet sur les problèmes d'anastomose digestive. Alors, quand on s'est positionné à l'ASFAR, on l'a fait de façon un peu trop prudente à mes yeux, mais j'en faisais partie, donc je prends ma responsabilité là-dedans. Il y avait des recos qu'on avait fait avec Pascal Alfonsi en 2014, suivi de recos plus chirurgicales de Karim Slim. Et la proposition qu'on avait faite était un peu normande. Les anti-inflammatoires sont probablement recommandés après chirurgie colorectale, mais il persiste un doute. À mes yeux, en fait, il n'y a pas de doute. On peut donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les seules problématiques sont les problématiques, effectivement, de situations particulières, grand âge, malnutrition, comorbidité sévère. Et je vous encourage, de toute façon, à trouver un deal avec vos chirurgiens et de savoir effectivement ce qu'on fait. En l'occurrence, moi, j'ai trouvé un deal qui est une administration simplement courte, post-opératoire, et ça marche bien comme ça.
Le rein, eh bien, là aussi, des travaux sur un gros collectif de patients, Irlande, UK, chirurgie abdominale majeure, 5000 patients, 3 jours de traitement anti-inflammatoire, suivi de la fonction rénale à J7, pas de toxicité, donc pas de risque chez des patients tout venant recevant un anti-inflammatoire en périopératoire. L'infection, il y a des travaux qui suggèrent effectivement que l'utilisation des anti-inflammatoires est un facteur favorisant des infections, mais c'est souvent dans des contextes non contrôlés. Là, c'est par exemple les abcès péri-amygdaliens, où on voit que c'est un facteur favorisant, mais c'est souvent en automédication. C'est-à-dire un anti-inflammatoire pris par un patient sur un symptôme pas identifié, pas documenté en termes bactériologiques, non traité. Ce n'est pas une bonne idée. Par contre, vous, en tant que médecin, avec vos collègues chirurgiens, sur un contexte sceptique, il faut être capable de discuter de l'utilisation si l'infection est contrôlée et identifiée. Donc en conclusion de cette deuxième partie, je dirais que les anti-inflammatoires sont clairement les meilleurs co-analgésiques des opioïdes. Ils limitent les nausées, vomissements et réduisent l'intensité douloureuse. Ils ne sont pas contre-indiqués en périopératoire du fait de la toxicité digestive, du risque hémorragique ou des problèmes d'anastomose. Il reste des précautions, bien évidemment, qui sont l'insuffisance rénale, le risque cardiovasculaire pour les coxibes et l'infection non contrôlée. Mais tout ça se fait dans un registre sérieux de prescription brève de 5 jours maximum. Je vous remercie. Merci Dominique. Je voudrais insister sur le tramadol et les risques liés à son utilisation. Tu as dit que les données brutes sur l'augmentation du risque de décès du tramadol en France, c'était pas si fort qu'aux États-Unis, mais en fait, il y a aussi des données en densité d'incidence, c'est-à-dire rapportées au volume de prescription de tramadol, qui montrent que c'est la première molécule responsable de la morbimortalité des opioïdes en France. Et ça, c'est des données françaises. Donc le tramadol, c'est vraiment un médicament qui est, à mon sens, dangereux, surtout lié à sa métabolisation par la CYP2D6. Et c'est une prodrogue, en fait. La vraie drogue, c'est le haut-desméthyltramadol, qui est le premier métabolite. Et donc, en fonction de la métabolisation, ça change énormément la tolérance. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui utilisent du tramadol ici savent qu'il y a à peu près 10% des patients qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ont déjà essayé. Donc ça peut être un frein à l'ambulatoire aussi, quoi. À ce titre, l'opium et la morphine en base hydrique, c'est les U-gluconyltransférases qui sont responsables de la métabolisation. Et il y a 10 fois moins de polymorphisme génétique. Donc si vous voulez utiliser un opioïde faible, choisissez, à mon sens, plutôt une base du type Isalgie ou autre. Qu'est-ce que tu en penses? Tu utilises du tramadol, toi? Oui. Oui. Je confirme. L'opium, je ne connais pas. Moi, je connaissais que je voyais les gens couchés en train de fumer des trucs, mais ce n'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. En fait, l'opium, c'est de la morphine à 10%. Okay. C'est-à-dire que c'est vraiment la définition de l'opioïde faible, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Sur le tramadol, on va splitter. Paul sera chaud sur le tramadol aussi, je crois. On avait publié là-dessus, Dominique, ensemble. C'est clairement expliqué, quand on veut faire des anti-inflammatoires en une chirurgie digestive orthopédique, quand est-ce qu'on le commence? Quand est-ce qu'on donne le médicament? On avait montré ensemble qu'il fallait le donner dès le début de l'intervention. Et je vois encore trop souvent des gens qui le mettent à la fin de l'intervention. Et je pense que tu partages ce point de vue. Alors, je vais être obligé de dire non, Paul, je suis confus. Parce qu'en fait, si on reprend le travail qu'on avait fait à l'époque, quand on était gamin, on avait fait des administrations pré- et post-op, parce qu'à l'époque, on se disait, et c'est avéré complètement faux, qu'on faisait de la preemptive analgesia. Et en fait, le bénéfice clinique qu'on avait observé, je me souviens bien, en prothèse de hanche, était modeste. Alors, je ne dis pas que ce n'était pas existant, c'est comme ça qu'on avait publié dans Pain, d'ailleurs, on était contents. Mais le bénéfice clinique n'était pas au rendez-vous. Donc, pour moi, ce qui est resté de cette notion de preemptive, c'est qu'on a fait en anticipation, en fin d'intervention, pour avoir le délai nécessaire à l'obtention de l'effet analgésique au moment où le patient se réveille. Donc la bonne pratique, c'est donner un médicament suffisamment tôt en fin d'intervention pour que le pic d'effet survienne avant son arrivée en salle de réveil, ce qui permet à ce moment-là de donner des opioïdes, dont le tramadol d'ailleurs. Non, je déconne. La morphine en titration. Voilà. Donc le préopératoire pur se justifierait si on avait des chirurgies très courtes. Par exemple, l'ambulatoire, c'est sûr que si ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, autant le donner en début d'intervention.
Après, sur les AINS, je pense qu'il faut... À chaque fois, on parle des contre-indications, de la prudence à l'usage des AINS, et je trouve que ça masque totalement leurs bénéfices. Parce qu'à la fin, je veux dire, on évoque un risque hémorragique, toutes les chirurgies sont potentiellement hémorragiques par définition. On évoque un risque infectieux, toutes les chirurgies sont potentiellement à risque infectieux. On fait de l'antibioprophylaxie et on surveille les pertes sanguines. Donc forcément, on n'a pas envie de faire des AINS. Mais il faut vraiment modérer ça. Sur l'hémorragie, c'est bullshit, quoi. Ça n'existe pas. Maintenant, il y a des grosses revues rétrospectives qui montrent qu'il n'y a pas de différence. Et sur le risque infectieux, c'est pas mal. C'est pareil, sur les amygdalectomies, etc., et sur le risque d'abcès, c'est surtout les ORL qui ont des problèmes avec ça. C'est pas que les patients ont pris des AINS qui augmentent le risque d'infection. C'est qu'en fait, ils ont sédaté une douleur infectieuse avec un médicament qui n'est pas un anti-infectieux. Et donc, quand ils arrivent à leur consultation, ils arrivent avec une infection qui évolue à bas bruit parce que traitée par des AINS, et donc avec une forme plus grave et plus avancée. Mais ce n'est pas les AINS qui sont à l'origine de la majoration de cette infection, c'est juste qu'ils n'ont pas traité leur abcès. Après, voilà, on a une question ici. Bonjour Dominique, est-ce que tu peux essayer d'expliquer pourquoi le célécoxib est si peu utilisé en France? Dans les pays nordiques, Quélet et partout dans le Nord, c'est systématique à la place des AINS. Au niveau du GIHP, on s'est penché sur aspirine et AINS, et comme ils agissent sur le même site, on recommande de ne pas mettre des AINS, mais du célécoxib, chez les patients qui ont de l'aspirine déjà en prescription. Pourquoi en France, on n'utilise pas autant que dans tous les autres pays le célécoxib? Parce que ce produit est mort d'avoir voulu avoir un périmètre d'utilisation trop large et qu'on a effectivement eu un effet de balancier excessif. Je partage cette notion que c'est un balancier excessif. C'est-à-dire que l'apparition de toxicité, en particulier cardiovasculaire, avec ces produits dans des utilisations qui étaient souvent des utilisations prolongées, qui avaient été proposées soit en douleur chronique, soit en prévention des problèmes de carcinose, ont fait que ce produit a progressivement disparu de la pharmacopée. On peut le regretter, moi je partage, on aurait pu le garder, mais ça c'est les histoires des médicaments. Je dirais que c'est aussi les excès de comportement des laboratoires à l'époque qui ont creusé la tombe d'un produit qui par ailleurs pouvait avoir une place. Alors peut-être effectivement c'est la solution, comme tu dis, sur l'aspirine, au moins sur ce registre-là. Il n'y a aucun effet sur l'hémostase, il n'y a aucun effet, ça ne peut pas faire saigner. En même temps, comme on vient de dire que les anti-inflammatoires ne font pas saigner, on s'en fout. Oui, non, mais ce que je veux dire, ça n'interfère pas du tout. Non. Alors je suis d'accord, probablement ce qui a beaucoup desservi les coxib, c'est l'histoire du rafecoxib et de la FDA qui a retiré l'AMM du Vioxx. Mais ça a été réglé par l'étude Precision qui a été commandée par la FDA. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans l'histoire des coxib, c'est qu'effectivement il y a eu des warnings sur des risques cardiovasculaires, etc. La FDA a mis le holà, elle a retiré l'AMM à tout le monde et elle a commandité une étude sur le célécoxib au laboratoire et elle a dit en attendant vous avez juste une utilisation exceptionnelle mais sous surveillance et quand l'étude sortira on réévaluera les choses. Ce qui s'est passé, c'est que l'étude Precision, alors pour vous dire un peu ce que c'est que l'étude Precision, c'est qu'on a pris des patients qui n'ont pas été à risque cardiovasculaire, mais des patients cardiovasculaires, des patients qui étaient déjà malades. C'est-à-dire les critères d'inclusion, c'était des patients qui avaient déjà fait un infarctus, qui avaient eu une chirurgie abdominale majeure, qui étaient des vasculaires établis et qui avaient un traitement cardiovasculaire, c'est-à-dire qui avaient soit des antiagrégants, soit des anticoagulants au long cours, etc. On leur a donné des doses maximum de célécoxib, c'est-à-dire qu'on leur a donné 2 fois 200 mg de célécoxib par jour pendant 2 ans. 2 ans. Et on a regardé la différence entre COX-2, COX-1 et groupe témoin. Il n'y avait aucune différence sur un outcome composite qui était les événements cardiovasculaires au sens large, chez des patients qui étaient déjà atteints de maladies cardiovasculaires. Le problème, c'est que les RFE-SFAR sont sortis en 2016, Precision, c'est fin 2015, et ce n'est pas rentré dans les RFE-SFAR. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de prudence sur les coxib à cause de la chronologie de ces RFE qui n'ont pas été réactualisés, qui mériteraient peut-être de l'être, avec les résultats de l'étude Precision. Moi, en tout cas, à titre personnel, je prescris des COX-2 larga manu à tous mes patients par défaut, sauf les allergiques au sulfamide, et les patients, parce que manque de bol, ça traîne encore sur le Vidal et sur l'AMM, sur les patients qui ont une maladie
maladie instable au niveau cardiovasculaire. Mais sinon, je pense qu'il n'y a aucun souci. Quélette et tous ces pays, c'est parfait. C'est ça. Mais merci Axel pour ces explications. Je vais terminer juste avec une question Ah, simple. quand même. Simple, hein, pas Ouais, cher. très simple. Moi, je vois beaucoup de collègues qui, quand ils voient des personnes âgées, donc personnes âgées, c'est des fois c'est 60 ans, 65, et qui C'est quoi cette affaire? Et là, on parle de l'agisme, hein. Et ils donnent pas d'anti-inflammatoire. 70 âgés, non? 70, 80. En fait, la question que je voulais te poser, Dominique, est-ce que tu peux rassurer un petit peu les collègues sur l'utilisation des anti-inflammatoires près de la personne âgée, parce que Oui, je vous rassure. En fait, il y a une seule. Il y a une seule chose qui est démontrée avec les AINS parce que là tu parles d'impact rénal, j'imagine chez le sujet âgé qui a la sénescence rénale, c'est la diminution du débit de filtration glomérulaire qui n'existe que dans les premières 24 heures d'un traitement par AINS. Ça n'existe plus à J1, plus à J2, et il n'y a pas d'impact sur la clairance de la créatine. Donc, Axel, en fait, c'est pour toi ça t'es jeune. Ça, je l'ai dit, Axel. Hein. Bon, ok, merci. Merci hein, à bonne tous. journée. On va devoir clôturer cette session.